Merci, bonjour à tous. Arnaud, merci de nous avoir invités. Ça fait quelques années maintenant qu'on collabore dans le sud de la France, puisque nous sommes près de Béziers. Nous gérons des athlètes professionnels également, avec notre petite expérience. Et j'ai eu le plaisir de donner des cours à Kinesport à 7 depuis quelques années. Quand Arnaud nous a demandé de venir présenter le croisé et qu'on devait parler juste après le docteur Bertrand Sonicoté, je vous avoue que ça a été un petit stress, car que dire de plus après cet éminent chirurgien. On a essayé d'apporter un petit peu un état des lieux actuel, le plus concis et simple possible. On a fait une deuxième présentation, je ne sais pas si on aura le temps de la faire, parce qu'on voulait vous parler aussi d'un autre système de stabilisation du genou, qui sont les ménisques. Alors la priorité c'est le croisé, si on a le temps on enchaînera sur les lésions méniscales. Voilà, je laisse la parole à Guillaume qui va vous présenter un petit peu ce qu'on a préparé sur le croisé. Merci. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, la rupture du ligament croisé antérieur, ça entraîne une longue indisponibilité sportive, il y a un coût élevé de la prise en charge. En 2014, il y a plus de 40 000 reconstructions du ligament croisé antérieur. Et comme on vous l'avait signalé, reconstruire un croisé, ça permet de stabiliser le genou, la reprise du sport et de protéger le genou, que ce soit les ménisques et le cartilage. Dans la littérature, le risque, c'est, comme on le soulignait, on est mauvais. On a un taux de rupture de la plastie entre 2 et 40%, et le taux de reprise du sport, il varie entre 50 et 75%. Donc c'est vrai qu'on s'intéresse de façon importante en ce taux de reprise du sport, pourquoi il est faible, pourquoi on a une rupture de plastie qui est importante. Et dans un premier temps, on va se poser la question du choix de la greffe. Alors, il y a trois types de greffes. Il y a les allogreffes. Donc, en France, il y a une faible disponibilité du fait des banques de tissus qui sont très faiblement disponibles. Les allogreffes, il y a une faible morbidité. Évidemment, il n'y a pas de prélèvement. Il y a une durée opératoire qui est beaucoup plus faible, mais par contre, dans certains cas et certaines études, on a retrouvé des difficultés d'incorporation et un risque viral plus élevé. Comme on le soulignait, il y avait le ligament synthétique qui a été utilisé de façon très importante dans les années 70, pas de prélèvement, pas de morbidité, mais taux de rupture très élevé, et il y avait des complications avec des rejets et des synovies. Actuellement, on utilise beaucoup les autogreffes. Les deux principales greffes sont l'os tendon os, le Kenneth Jones, qui est le gold standard, qui reste le gold standard aux États-Unis, et les ischio-jambiers avec le DIDT et le DT4. Ça, c'est les deux principales greffes que l'on utilise en France. Après, il y a le fascia lata, typiquement c'est le Mackeffel, qui associe un retour externe et une plastie intra-articulaire. Souvent, on a des plastiques qui sont un petit peu de taille un peu plus faible, donc il y a certains chirurgiens qui rajoutent le gracilis dans la greffe du Mackeffel pour augmenter la taille intra-articulaire. Et après, vous avez le tendon quadricipital. Donc, nous, quand on a regardé pour faire le topo, qu'est-ce qu'on s'est dit? On dit on va regarder d'un point de vue scientifique, est-ce qu'il y a une meilleure greffe pour l'athlète ou pas? Donc, après, vous savez, voilà, le tendon rotulien, c'est intégration plus rapide. Il y avait un taux de retour au sport un peu plus élevé sur certaines études, et il y avait un taux de retour plus faible. Mais ça, vous verrez que c'est pareil sur l'ischio-jambier. Les études, pour l'instant, il n'y a pas de vérité. Donc, sur une étude, un chirurgien sur 30 ans d'expérience sur une reprise sur la chirurgie par tendon rotulien, sur un suivi moyen de 17 ans, il y avait un taux de reprise de 2%. Après, je me suis intéressé à regarder l'ensemble des études, notamment les méta-analyses. Donc, sur une méta-analyse sur tendon rotulien versus ischio-jambier sur 47 000 patients, 14 études randomisées. Les critères d'inclusion, c'était des études prospectives sur un suivi de 2 ans, et on a analysé la laxité résiduelle, le Lachman et le Ressault. Donc, les études, donc tout ça c'est des forest plots. Donc en fait ce qu'il faut regarder, c'est le petit graphique en bas, voir s'il y a une différence significative. Donc c'est sur cette méta-analyse, l'âge moyen c'était de 28 ans pour les tendons rotuliens et 28 ans plus ou moins 4 jours pour les ischio-jambiers. 63% étaient des hommes dans les tendons rotuliens, 57% étaient des ischio-jambiers. Et on avait un suivi à 68 mois. Et on a analysé le taux de rupture, et on voit que le taux de rupture, il n'y a pas
de différence significative entre les deux greffes. Mais on a un taux de rupture un peu plus faible dans les tendons rotuliens. Sur le test de Lachman, voilà, vous voyez qu'il n'y a aucune différence significative en post-opératoire. Pareil sur la laxité différentielle, sur le KT1000, KT2000, on objectivait une laxité différentielle, c'était à plus de 3 mm. On retrouve qu'il n'y a aucune différence significative sur les deux greffes. Après, sur le pivot shift, pareil, entre les deux greffes, aucune différence significative. Donc je me suis dit, c'est une grande étude, 47 000 patients, méta-analyse, on va en chercher une autre. Donc là, il y avait 22 études incluses, pareil, qui recomparaient cette fois-ci le tendon patellaire et le DT4 sur le suivi à 2 ans, la laxité résiduelle, le Lachman et le Rosso. Ils ont à peu près repris les mêmes outils. Il n'y a pas de taux de rupture plus important entre les deux greffes. Il n'y a aucune différence significative. Mais moins de rupture dans le tendon patellaire. Pareil sur le Lachman post-opératoire, vous voyez, aucune différence significative. Sur la laxité post-opératoire, pareil, entre le DT4 et le Kenneth-Jones, aucune différence significative. Sur le pivot shift, pareil, on a un pivot shift qui est un peu moins important dans les tendons rotuliens, mais sans significativité. Et c'est pareil pour le taux de retour au sport, c'est en faveur du DT4, mais il n'y a aucune différence significative. Donc vous voyez, quand on voit un athlète qui arrive pour une prise en charge chirurgicale, le choix de la greffe, on va faire le choix de c'est surtout l'habitude du chirurgien, et on verra qu'il y a beaucoup de structures à prendre en compte et à réparer chez les patients qui ont des ruptures du LCA. Il faut savoir les chercher, que ce soit le ligament antérolatéral, les lésions méniscales, les rampes lésions et traiter les lésions cartilagineuses. Donc tout ça, le genou est un ensemble, donc que ce soit, il n'y a pas que le ligament croisé antérieur à l'intérieur, il va falloir regarder les plans latéraux, les lésions méniscales, le cartilage, comment le prendre en charge pour vraiment faire une chirurgie à la carte chez le sportif de haut niveau. Le ligament antérolatéral, il a été décrit il y a longtemps par Second, il a été mis au goût du jour par Claes en 2013. C'est un rôle important dans la stabilité rotatoire du genou. Il s'insère au-dessus de l'épicondyle, en arrière de l'épicondyle latéral, et va venir s'insérer au niveau du bord postérieur du jardi et de la tête des fibulas. Et on sait qu'on retrouve entre 40 et 80% de lésions du ligament antérolatéral lors des lésions du LCA. Donc comme vous avez vu sur la vidéo, c'est vrai que sur des ruptures du LCA fraîches, si on fait un abord sur le bord latéral, et on voit des fois des petites avulsions et des ouvertures capsulaires, ou des des fois on peut retrouver une avulsion vraiment de l'insertion du ligament antérolatéral au niveau du jardi. Donc on se rend compte qu'il y a un des auteurs, Cavagnac, qui a montré qu'il faisait des pivot shifts et sous contrôle échographique, il vérifiait et il arrivait bien à décrire ce ligament antérolatéral. Donc quand on a des pivot shifts ou des ressorts rotatoires très importants, souvent ça traduit une lésion de ce ligament antérolatéral. Celui-ci est un verrou de la rotation interne et on va pouvoir le reconstruire en faisant des reconstructions du ligament antérolatéral ou en réalisant des ténodèses latérales. Sur le groupe d'experts du ligament antérolatéral, dont Bertrand Sandricoté fait partie, il avait réalisé un tableau et quel patient était éligible pour la reconstruction du ligament antérolatéral. Donc l'histoire du patient, c'est-à-dire qu'un patient qui a une rupture, la reconstruction du ligament latérolatéral ou une ténodèse latérale va être proposée. Si on retrouve un pivot shift de grade 2 ou de grade 3, une fracture de second. Ça, c'est les critères principaux. Et après, les critères dans l'identité du patient, c'est les patients hyperlaxes et les patients qui pratiquent des sports de pivot ou en compétition. Donc ça, c'est vraiment sur les critères principaux pour recréer le ligament antérolatéral. Après, sur le patient sportif, c'est la reprise du sport. Sur la plupart des études, on parle de reprise du sport, mais l'objectif également, c'est de reprendre le même niveau, le même sport. D'accord. Donc, sur une méta-analyse de 2011 de Ardennes, on voit que sur une population mixte qui rassemblait plus de 5000 patients, le taux de retour au sport il est de 82%.
mais le taux de reprise du niveau sportif est uniquement de 63%. Donc il y a une grande variabilité. Et sur une étude rétrospective, on voit que ce taux il varie de reprise du niveau sportif à 33% et la reprise du sport de 60%. Donc il y a vraiment une grande différence entre le taux de reprise du sport et le reprise du niveau sportif. Ça, c'est vraiment quelque chose à bien faire, la différence. On reprend le sport, mais vraiment, quand on parle à un athlète, c'est reprendre le même niveau au même sport. Et donc pareil, j'ai regardé sur la littérature, qu'en est-il sur les athlètes de haut niveau? On voit qu'en gros, il y en a 83% qui reprennent le même niveau au même sport. Dans le football, 85%, football américain, 78%, le basketball, 82%. Le délai de reprise, il varie. Sur la plupart des études, en gros, la majorité, ils reprennent entre 6 et 12 mois. Donc ça, c'était les différentes études qu'on retrouvait. Sur une étude sur Ericsson qui rappelait sur le taux de reprise du sport dans la Major League. En gros, sur les performances individuelles, quand il faisait la différence avant une chirurgie, après une chirurgie et par rapport à un groupe contrôle, il n'y avait aucune différence significative. Sur le football américain, on se rend compte qu'il y a des différences entre les postes des joueurs, entre les quarterbacks et les ailiers et les réceptionneurs. On voit que les quarterbacks, sur les performances individuelles et collectives, on n'a aucune différence significative. Par contre, sur les réceptionneurs et sur les ailiers, on voit qu'il y a une diminution au niveau de la puissance et de la réactivité. Au niveau du basketball, en gros, la plupart des études ont retrouvé les mêmes conclusions, avec moins de temps de jeu, moins de points marqués et moins de rebonds par rapport à avant la chirurgie. Et par rapport au groupe contrôle, par contre, il n'y avait pas de différence significative sur 2 études et par contre, il y avait moins de points marqués sur une seule étude. Au niveau du hockey, en gros, on s'est rendu compte que les 2 études étaient différentes. Un auteur, Ericsson, n'a retrouvé aucune différence significative. Par contre, Sika retrouvait des différences significatives, notamment chez les attaquants, avec des carrières un peu plus courtes. Au niveau des défenseurs, il n'y avait aucune différence significative. Et par contre, il y avait moins de points marqués et moins de temps de jeu également. Donc, après, sur le critère de retour au sport, bon, c'est un ensemble de critères qui va nous permettre d'autoriser l'athlète à repartir sur le terrain, commencer à courir et reprendre la compétition. Déjà, il y a les critères physiques, il faut avoir un genou sec, non réactionnel, pas de laxité ligamentaire, donc on peut faire un KT1000, KT2000 ou un GNRB en post-opératoire, et on va utiliser les scores IKDC, KOOS, Lichholm pour vraiment autoriser ce retour au terrain. Les tests isocinétiques, ça vous les connaissez. Après, les épreuves fonctionnelles, ça permet c'est une évaluation dynamique, c'est identifier des déficits, il y a le single hop test, triple hop test et le triple crossover test. Ça nous permet de différencier un petit peu en pourcentage entre les deux membres. Et surtout, moi je pense qu'il y a aussi le cerveau qui joue également, il est très important sur le retour sur le terrain et sur la reprise des compétitions. Il y avait une évaluation, c'est le score ACLRSI qui avait été décrit par Webster, qui autorisait sur les conclusions un retour au terrain si le score était supérieur à 65. Donc ce score-là, moi c'est vraiment un des scores, je pense, c'est un ensemble, mais ce score est très important pour permettre à l'athlète de retourner sur le terrain sans avoir d'appréhension sur la peur d'une nouvelle blessure, la peur d'une nouvelle chirurgie, d'une nouvelle rééducation. Donc que retenir? Le choix de la greffe, je pense qu'il n'y a pas, c'est en fonction de l'habitude du chirurgien. Il n'y a pas de meilleure greffe, c'est avoir l'habitude de la greffe que l'on fait dans notre pratique quotidienne. Après, c'est une chirurgie à la carte, le ligament croisé antérieur, il ne faut pas analyser le pivot shift, penser à la reconstruction du ligament antérolatéral et voir une ténodèse latérale, prendre en charge les lésions méniscales et les ramplésions qui sont stabilisateurs également du genou. Et la reprise du sport, on se rend compte que chez l'athlète, il y en a 83% qui reprennent le même niveau, le même sport. Pourquoi chez les athlètes de haut niveau, ils ont une meilleure proprioception du genou, ils ont un mental plus important, d'un point de vue musculaire, ils ont une trophicité musculaire plus importante et après aussi c'est leur job. Donc quand on prend en charge un patient, un athlète de haut niveau sur une rupture du ligament croisé antérieur, c'est pas on va lui reconstruire le ligament croisé, c'est un ensemble, c'est vraiment la chirurgie à la carte, rechercher les lésions secondaires, les lésions méniscales, il faut penser à les rechercher même si elles ne sont pas présentes sur l'IRM.
Et c'est pareil sur le ligament antéro-latéral. Donc c'est vraiment une prise en charge globale et complète, et il n'y a pas une seule greffe qui va permettre de dire que cette greffe va permettre un meilleur retour au sport. Voilà. Merci Guillaume. Alors, désolé, je vais aller très très vite pour ne pas mettre en retard le reste, parce qu'il me reste, je crois, 7 minutes pour ma présentation, qui est un petit peu secondaire, mais qui est assez importante, parce que vous l'avez compris, le genou est un système complet, avec des éléments extra-articulaires et intra-articulaires de stabilisation, et notamment le système méniscal. Les ménisques, il y en a deux, ils ont une forme différente. À quoi ils servent? Ils servent à amortir les impacts, à répartir les contraintes mécaniques sur le genou et à stabiliser le genou, puisque le genou, c'est une sphère sur une surface plane. Donc à partir de là, c'est instable. C'est pour ça que la nature nous a dotés de ligaments croisés, de ligaments extra-articulaires et des ménisques. Donc on doit prendre en compte ce système de stabilisation dans un traumatisme du genou qui induit une rupture du ligament croisé antérieur. Je passe rapidement. La particularité des ménisques sont la vascularisation de ceux-ci, qui est très périphérique. Cette vascularisation nous a imposé, nous, chirurgiens, des stratégies de prise en charge chirurgicale différentes en fonction de la localisation de ces blessures méniscales. Parce qu'évidemment, on ne va pas traiter de la même manière une lésion méniscale périphérique en zone vascularisée, donc à fort potentiel de cicatrisation, et une lésion qui est sur le bord libre, donc qui est la plus intra-articulaire, mais qui est en zone blanche, puisqu'elle a moins de chances de cicatriser. J'ai dissocié lésions méniscales traumatiques des lésions méniscales dégénératives. On passera rapidement sur les dégénératives qui ne sont pas trop le sujet aujourd'hui, puisqu'on est plutôt dans du sportif aujourd'hui. Les différents types de lésions décrites ont aussi une influence sur notre façon de la prendre en charge au niveau chirurgical, en fonction de leur forme, de leur orientation. Il y a des lésions qui sont plus ou moins stables. Je vous laisserai le loisir de voir le PowerPoint quand vous le recevrez dans un mois. La diagnostic IRM également, vous ferez la concordance sur les images. Les remplésions, je dois m'y arrêter un petit peu, parce que ça, c'est une lésion qui paradoxalement a été décrite il y a longtemps, mais qui était passé de mode et qui ressurgit actuellement avec, on va dire, la démocratisation et la prise en charge de plus en plus pointue des traumatismes du genou. Alors, la remplésion a été décrite en 1980 d'un point de vue anatomique et en 88 par Strobel, qui a évoqué la première fois le nom de remplésion. Il s'agit d'une lésion extrêmement postérieure du ligament méniscotibial interne. Et on sait qu'il joue un rôle sur la stabilité du genou en rotation interne. Et cette lésion, qu'on appelle aussi la lésion cachée, est extrêmement difficile à diagnostiquer. Et pourtant, elle a une influence sur l'instabilité du genou. Quand on passe à côté et quand on ne la répare pas, elle peut avoir même une influence sur le résultat d'une ligamentoplastie. Donc c'est une lésion qui est très difficile à mettre en évidence lors de l'examen clinique et sur l'IRM. On la retrouve, et elle est très difficile aussi à trouver par voie arthroscopique, puisqu'il faut utiliser une voie postéro-interne. Ce n'est pas une voie classique, c'est en général réservé à des bons arthroscopeurs. Donc il faut la prendre en compte, il faut la chercher quand on est chirurgien et quand on a une instabilité clinique évidente sous anesthésie. Donc diagnostic préopératoire difficile, arthroscopique, lésion associée au LCA, facteur de majoration post-opératoire évidente, et il faut reconnaître à César ce qui lui appartient, c'est que une technique qui s'est standardisée de prise en charge chirurgicale qui a été faite par Bertrand, qui est aussi réservée à des arthroscopeurs confirmés. Voilà. Donc cette remplésion, elle est très souvent, pour vous kiné, elle va être difficile à diagnostiquer cliniquement, même pour un chirurgien en clinique après un traumatisme. Elle est à notre charge, à nous, de la rechercher pendant l'intervention si on a des soupçons de remplésion,
en sachant que cela implique pendant l'intervention une troisième voie d'abord chirurgicale qu'il faut maîtriser. C'est toujours la balance bénéfice-risque chirurgicaux, c'est-à-dire que quand on se dit tiens, et si j'allais chercher ma rampe lésion, ça implique de faire une voie d'abord postéro-interne. Et on sait que plus on va vers l'arrière du genou, plus on rencontre un petit peu de monde, notamment des vaisseaux, et donc des risques de lésions vasculaires. Donc il faut toujours vraiment poser le pour et les contre quand on va chercher ce genre de lésion. Donc, le diagnostic de la lésion méniscale en général, qu'elle soit traumatique ou dégénérative, ce qui est un peu moins le propos aujourd'hui, c'est que le diagnostic anatomique n'est pas souvent difficile. Sur les IRM, on voit des lésions méniscales. Le distinguo, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'il faut aller les réparer systématiquement dans un contexte non traumatique, et même dans un contexte traumatique, sans rupture du croisé, quelqu'un qui se fait une entorse simple, chez qui on découvre sur l'IRM une lésion méniscale, s'il est asymptomatique, il a un croisé intègre, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller l'opérer de ce ménisque qui demande à la personne, ou est-ce qu'il nous faut rien faire du tout? Donc, vous voyez que même l'HAS, je vous ai sorti en fait l'organigramme un petit peu de l'arbre décisionnel qui est en cours actuellement à l'HAS, l'Haute Autorité de Santé, qui est censé dicter des règles de bonne conduite de la chirurgie. Et en fait, il y a tellement d'items qu'on peut s'y perdre. Et c'est là où on rejoint un petit peu le discours de mes confrères, c'est qu'actuellement, s'il y avait la bonne solution, chirurgicale aussi bien pour les croisés que pour les ménisques, il n'y aurait pas autant d'arborescence. Effectivement, la chirurgie du genou traumatique doit être, alors ça je passe, je suis désolé, un peu rapidement, c'est sur les lésions dégénératives, j'aurai pas le temps de vous les présenter, ainsi que sur les différentes techniques. J'ai combien de temps à peu près? 2 minutes. Bon. Que vous dire en 2 minutes? Oui, ça c'est important. Pour un chirurgien du sport, pour les ménisques, si on décide, on a ce conflit entre le patient et l'athlète de haut niveau. Une lésion méniscale doit être normalement réparée et préservée, parce que le ménisque, c'est le garant de la longévité du genou et de sa stabilité, aussi bien pour les éléments périphériques que pour les éventuelles arthroses plus tard. D'accord ? Quand vous avez un patient qui arrive avec une lésion du ménisque externe, je vous rappelle que le ménisque externe a cette particularité d'être quasiment cylindrique. Pourquoi? Parce que c'est lui qui subit les contraintes du genou en flexion, puisque biomécaniquement, quand un genou fléchit, il y a un pivot rotatoire du condyle externe sur le plateau tibial externe, et donc c'est le ménisque externe qui, par sa morphologie, reçoit toutes les contraintes en rotation de ce genou. C'est pour ça que classiquement, gérer une lésion de ménisque externe n'est absolument pas la même chose que gérer les lésions de ménisque interne. Et les suites chirurgicales sur un ménisque externe ne sont évidemment pas les mêmes qu'un ménisque interne. Vous avez souvent entendu dans les médias, celui-là il a un ménisque, il a été opéré d'un ménisque, comment ça se fait qu'au bout de 3 mois ou de 2 mois, il n'a pas encore repris? Mais il n'a pas repris parce que c'était un ménisque externe et qu'il y a probablement une chondrolyse due à des fortes contraintes mécaniques sur ce cartilage. Donc c'est pareil, quand vous avez un athlète professionnel qui vient... Donc tout ça pour dire, que d'un point de vue théorique, nous sommes censés protéger les ménisques et donc les réparer dès que l'on peut, pour l'intégrité de notre patient. Mais quand ce patient est un joueur professionnel sous contrat, qui vient de se faire une lésion de ménisque externe qui est instable, dont on sait qu'il y a 50% de chances que lors d'une suture, si je le suture, peut-être que dans 1 mois et demi ou dans 2 mois ou dans 3 mois, il va se péter ce ménisque externe parce que ma suture n'a pas tenu, parce que la zone méniscale elle est un petit peu fragile, surtout sur le ménisque externe. Il y a cette espèce de conflit interne qui se dit, est-ce que je joue pour le patient et pour ses 50-60 ans? Est-ce que je joue pour mon athlète professionnel qui a 22 ans, qui est dans un très grand club et dont je sais que si dans 1 mois et demi il n'est pas capable de retrouver ses performances, sa carrière va en prendre un coup et du coup son avenir aussi. Donc c'est pas aussi simple que ça. Même si on nous donne des règles de bonne conduite, effectivement, je pense que le à la carte est vraiment le mot de la journée et la transparence aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est une discussion qui doit avoir lieu entre nous chirurgiens, le patient sportif, son entourage, en disant voilà, ce ménisque externe,
si je peux te le suturer, je te le suture ou pas, en sachant que si je te le suture, c'est bien, mais peut-être en reprenant ton premier entraînement, tu vas te le recasser et je vais devoir t'enlever une partie. Ou alors, est-ce que si je ne peux pas le suturer, ou si je peux le suturer quand même, mais que je sens que c'est instable, est-ce que je te le résèque en sachant que tu vas pouvoir reprendre, tu vas pouvoir faire ta compétition, mais que je t'ai enlevé des points de survie articulaire dans 10 ou 15 ans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des réflexions qu'on a au quotidien et qui ne sont pas faciles à gérer. Je passe très rapidement, je vais laisser la parole à mes successeurs. Désolé parce qu'on a perdu du temps au début. Vous pourrez regarder un peu ma présentation d'ici un mois quand vous l'aurez reçue de la part de Kinesport. Le maître mot, en tout cas sur les ménisques actuellement, c'est préservation, 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 parce qu'ils ont un rôle actif dans la stabilité du genou, aussi bien quand on repère un croisé que pour des lésions périphériques et extra-articulaires. Voilà, j'ai terminé. Merci.